Bonjour à tous, bienvenue à ce webcast dédié au master spécialisé conseil et management en système d'information. Je m'appelle Marie-Pia Figueiredo, je suis maître de conférence en système d'information à Institut Mines Télécom Business School. Et pour échanger avec vous ce soir, je suis accompagnée de Michel Maurice de Mouriou qui co-dirige le programme avec moi et Alaeddine Charfaoui, diplômé 2023, qui est auditeur IT chez PwC. Alors, on a organisé, si vous pouvez passer le première slide, s'il vous plaît, pour présenter l'agenda. On a organisé cette émission en 3 temps. D'abord, Michel et moi allons vous présenter le programme, son positionnement, ses objectifs, le public cible, son contenu et ses débouchés. Ensuite, on passera la parole à Alaeddine Charfaoui pour qu'il vous explique un petit peu son parcours et son expérience au sein du master spécialisé. Et ensuite, on basculera sur un temps de questions-réponses avec vous. Alors, pour commencer, je voudrais d'abord vous dire quelques mots sur notre école. Donc, Institut Mines Télécom Business School, ou MTBS, c'est l'école de management du premier groupement d'écoles d'ingénieurs de France. Donc, il s'agit d'une école publique, socialement inclusive, qui forme depuis près de 40 ans des managers et des entrepreneurs innovants et ouverts sur le monde, capables de porter la vision d'une transformation numérique responsable et d'accompagner sa mise en œuvre dans les organisations. En 2021, donc, l'école a été classée première par le Financial Times sur le critère de la valeur ajoutée, c'est-à-dire le rapport entre le coût des études, le délai d'insertion professionnelle et le niveau de salaire à l'embauche. Alors, dans ce cadre-là, quelle va être la mission et la raison d'être du master spécialisé? Alors, notre ambition, c'est de former des professionnels qui vont être capables de concevoir et de manager un système d'information agile et vertueux, à la fois porteur d'innovation et de confiance, en vue de soutenir une transformation numérique responsable de l'entreprise. Vous pouvez passer la slide, merci. On est donc sur une formation de niveau Bac plus 6 sur 12 mois qui se déroule en alternance à la croisée des chemins des sciences du management et des sciences de l'ingénieur et au cœur de l'expertise historique d'IMTBS. Son programme est conçu en collaboration avec des professionnels des systèmes d'information. Alors, à qui s'adresse cette formation? Concrètement, on a 3 publics cibles. Le premier, c'est d'abord des personnes, profil ingénieur, donc qui viennent plutôt du monde de l'informatique ou du SI côté maîtrise d'œuvre ou exploitation. Donc des profils plutôt techniques qui souhaitent évoluer vers le conseil en SI sur des missions plus en lien avec la stratégie IT, la gouvernance, l'architecture, la transformation numérique, l'audit, ou encore basculer côté assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc avec une compréhension plus large des enjeux stratégiques, organisationnels et managériaux du SI. Elle s'adresse aussi à des personnes qui ont un profil plutôt management, avec une expertise fonctionnelle ou sectorielle du système d'information, qui ont une véritable appétence pour la technologie, le numérique, des expériences significatives sur des projets de SI et qui souhaiteraient développer des compétences plus solides en SI pour évoluer vers les métiers du conseil en transformation numérique, par exemple. Troisième profil cible, c'est des profils expérimentés qui n'ont pas de bac plus 5, mais qui souhaitent accéder à des fonctions managériales ou des postes à responsabilité, notamment au sein d'une DSI. Alors, vous l'aurez compris, un des éléments de différenciation de ce programme, c'est de miser sur l'hybridation des profils, euh, donc profil ingénieur-manager, pour pouvoir former des personnes qui seront capables d'appréhender d'une façon globale à la fois les enjeux stratégiques, organisationnels, managériaux et technologiques d'évolution du SI. Alors voyons à présent les objectifs de la formation. À l'issue de la formation, on se fixe pour vous, enfin on vous fixe donc 3 objectifs.
Le premier, c'est de vous rendre capable d'accompagner, les transformations de l'organisation et d'aligner le SI afin qu'il réponde à ces nouveaux enjeux. Donc l'objectif, c'est que vous puissiez comprendre, interpréter, vous approprier les objectifs, alors stratégiques, organisationnels, opérationnels que poursuit l'organisation, pour proposer des solutions à la fois organisationnelles et techniques qui permettront de les atteindre. Le deuxième objectif, c'est aussi que vous soyez capable d'être force de proposition, que vous puissiez impulser les transformations de l'organisation par le système d'information et le numérique, en étant capable de comprendre les opportunités offertes par les technologies émergentes, de détecter leur potentiel de création de valeur et de matérialiser les bénéfices que l'on peut en tirer via le ESI et l'usage de la donnée. Donc là, c'est vraiment travailler sur des nouveaux cas d'usage, repenser des expériences utilisateurs, des compétences de ce type-là. Et enfin, dernier objectif, c'est d'être capable d'identifier les capacités et les compétences nécessaires à la DSI pour réussir la transformation digitale. Donc là, on est vraiment ici sur les compétences dont va avoir besoin la DSI pour conduire sa propre transformation d'un point de vue notamment organisationnel. Alors, en termes d'approche pédagogique, passons le slide suivant s'il vous plaît, le programme va reposer sur 4 piliers. Le premier, c'est la professionnalisation, notamment à travers la recherche d'un équilibre entre des intervenants académiques de l'école et des intervenants professionnels. On organise aussi à différents moments de l'année des rencontres avec des cabinets de conseil, etc. Tout ça en vue de favoriser votre insertion professionnelle. Deuxième pilier important de notre pédagogie, c'est de s'appuyer sur des méthodes pédagogiques dites actives. L'objectif, c'est d'essayer le plus possible de vous mettre en situation d'expérimenter, d'apprendre en faisant, avec des études de cas, des simulations, des mises en situation, des projets ou des mini-projets, des travaux pratiques et des learning expeditions. Donc on a une diversité de formats pédagogiques, mais qui ont comme point commun de mettre l'accent sur la mise en situation et le faire. Le programme va mettre aussi beaucoup l'accent sur le développement de vos soft skills. Ça, c'est très important. Les soft skills comme la collaboration, le travail en équipe pluridisciplinaire que vous exercerez tout au long de l'année, puisque c'est principalement des travaux de groupe. L'ouverture, l'aisance relationnelle, mais aussi l'agilité intellectuelle, c'est-à-dire être capable de s'approprier très vite des sujets nouveaux et compliqués. Voilà. Et enfin, le dernier pilier de notre approche pédagogique, c'est l'accompagnement. C'est-à-dire que tout au long de l'année, Michel et moi, on sera présents pour vous aider à affiner votre projet professionnel et à le concrétiser. Dans ce cadre-là, bien sûr, on fera preuve souvent d'exigence avec vous, mais toujours dans un cadre de bienveillance et en faisant preuve d'écoute. Je vais maintenant passer la parole à Michel qui va vous expliquer les entreprises qui accueillent nos apprentis dans le cadre de l'alternance et les différents types de missions qu'elle leur confie. Donc, bonjour, merci Marie. Donc, je vais vous présenter le slide suivant. Ou cabinet qui accueille en fait nos étudiants dans le cadre de leur stage d'apprentissage. Et vous verrez que c'est bien en adéquation avec les débouchés qu'offre le MS. Alors, on a en fait deux étudiants qui ont intégré, enfin qui font de l'audit, et donc dans un cabinet d'audit et de conseil, donc l'un chez Deloitte et l'autre chez PwC, donc PricewaterhouseCoopers. Donc, oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que la promotion actuelle est de 13 étudiants. Donc, on a deux étudiants sur 13 en fait qui font de l'audit. On a 4 étudiants qui ont intégré la DSI d'un grand compte. Donc, Schneider, RATP, la banque et Renault Digital. Et puis, on a 7 étudiants qui font du conseil ou des activités de conseil dans des cabinets de conseil. Et donc, vous les trouvez sur la partie droite.
On va passer au slide suivant, on va passer à l'organisation maintenant, les pratiques du MS. Alors on vise un effectif cible de 15 à 20 étudiants pour la promo 2023-2024. Le format de l'alternance, c'est donc une semaine de cours et 3 semaines en entreprise. Il y a 12 semaines de cours dans l'année, ça représente à peu près une semaine par mois. Ça représente 420 heures, les jours font 7 heures. Alors les lieux de cours, là, ça c'est très important. Les cours ont lieu en fait dans les locaux de l'école qui se trouve à Paris, donc c'est à côté de la Bourse dans le deuxième arrondissement. Donc tous les cours que vous suivrez auront lieu à cet endroit-là, et on organisera quelquefois des learning expeditions, c'est-à-dire c'est des cours qui auront lieu. Enfin, on sera accueilli pour ça, enfin, dans des entreprises ou dans des cabinets de conseil. Pour vous donner un exemple, cette année, donc les étudiants ont suivi des cours dans les locaux de Devoteam, dans les locaux d'MC2I, dans les locaux de Magellan Consulting et dans les locaux d'Advolis. Donc ça vous permettra de voir concrètement ce qu'est un cabinet de conseil, et puis ça sera un peu vis ma vie de consultant pendant une journée. Alors voici le programme. Donc là, sur le slide, en fait, figurent les modules et les durées, hein, qui s'expriment en nombre de jours. Je vais préciser peut-être chacun des modules, mais assez rapidement, en vous donnant le contenu thématique par module. Vous aurez ce slide en annexe, donc vous pourrez le regarder à tête reposée par la suite. Donc je suis passé assez vite. Donc dans le cadre des fondamentaux SI, le but c'est vraiment de vous mettre à niveau sur les concepts. Donc on verra ce qu'est un SI, ses constituants, on verra les fonctions de la DSI, ça sur 2 jours, et puis on verra sur les 2 jours complémentaires les aspects économiques des systèmes d'information. Deuxième module, métier du conseil en SI, process de consultation. Bah ça sera fait par un associé d'un cabinet de conseil qui s'appelle CLI Group, et on passera pas mal de temps sur le posture ou le métier de consultant, et donc on verra les aspects savoir, savoir-faire, savoir-être et savoir apprendre tout au long de sa vie. Alors j'ai perdu le slide. Ah, voilà, je le retrouve. Troisième module, culture informatique de base. Alors tous les cabinets de conseil qui sont intéressés par vos profils nous disent qu'il y a un niveau minimum de connaissances en informatique qui est requis, hein, pour assurer le métier de consultant. Et là, le but de ce module, bah, c'est vraiment de faire en sorte que tout le monde soit à niveau sur cette culture informatique minimum. Et alors là, on va voir un peu d'algorithmique très rapidement. Langage, qu'est-ce que c'est qu'un langage à objet? On verra Python, on verra SQL, et tout ça, ça sera illustré par une petite étude de cas qui visera à vous faire construire un site de e-commerce. Module suivant, gérer les projets, les équipes, les changements. Donc bon, ça parle d'office. En fait, sur ce coup, je voulais vous dire qu'on va passer pas mal de temps sur l'agilité, parce que tout ce qu'on va faire s'inscrit dans un esprit agile. Module suivant, organisation processus ERP. Bah, en fait, un SI, c'est un outil qui va supporter les activités organisées. Donc, on va se donner les moyens de comprendre ce que c'est une organisation, de la modéliser, donc sous la forme de process, hein, qui est un regroupement homogène d'activités organisées. Donc, cartographier les process cibles, décrire les process cibles, auditer les process cibles, et puis optimiser ces process cibles, et enfin s'assurer que ces process optimisés sont plus efficaces en fait et permettent d'atteindre soit les objectifs d'entreprise, mais aussi également d'améliorer le quotidien de tous les acteurs qui utilisent le système d'information. Data management, bah parce que le cœur d'un système d'information, hein, et l'objectif d'un système d'information, c'est de gérer les besoins informationnels d'une organisation, et puis les flux de données. Donc, on va d'abord s'intéresser à la façon d'identifier les données qui sont utiles, à la façon de les organiser. On travaille d'abord sur des données structurées, et ensuite on verra comment les stocker sur un support automatisé et comment les exploiter. Et puis après, dans un deuxième temps, on s'intéressera aux données non structurées, et là on s'intéressera à tous les aspects de data science, et on passera 5 jours sur ces aspects-là. Assistance à la maîtrise d'ouvrage, ben, conceptuellement, un système d'information, ça a 2 grands constituants, hein. Une banque de données, donc l'ensemble des informations qui sont utiles aux acteurs de l'organisation, et puis à côté de ça, en fait, bah, des services ou des fonctions du SI qui sont des définitions des interactions entre les acteurs de l'organisation et de cette banque de données. Donc chaque fois qu'un acteur d'organisation aura un besoin informationnel, il pourra s'appuyer sur un service du SI
qui lui permettra d'interagir avec le contenu de la banque de données et lui permettra, par exemple, de stocker des données, de produire des données nouvelles, de consulter des données, de communiquer des données, etc., etc. Donc, dans ce cadre de ce module, on verra comment concevoir en fait la banque de données du SI, comment concevoir les fonctionnalités du SI. On verra aussi comment homologuer le SI, c'est-à-dire comment faire en sorte qu'une fois que le SI sera construit physiquement, comment s'assurer que les fonctionnalités offertes par le SI construit physique sont bien conformes aux spécifications qui ont été faites initialement, c'est-à-dire aux besoins en fait des acteurs de l'organisation. Module suivant, audit donc et risque. Là, donc on est dans le cadre d'une approche par les risques, 2 jours sur cet aspect-là et 3 jours sur sécurité, cybersécurité. Transformation numérique, donc une journée sur les concepts et 3 jours d'application, d'illustration, etc., dans une vision un peu sectorielle. Management responsable, donc ça, c'est tout ce qui est éthique et numérique. Et donc là, on verra les enjeux éthiques des systèmes d'information, on verra le RGPD, on verra la responsabilité sociétale, la responsabilité environnementale, on verra aussi les aspects éthiques posés par les logiciels d'intelligence artificielle. Voilà. Vous allez, dans le cadre de votre formation, être amené à construire une thèse professionnelle. Donc, on vous accompagnera dans cet objectif-là. Et donc, vous aurez à faire cette thèse en fait, professionnelle ben, en parallèle de votre formation et vous aurez à la soutenir en septembre de l'année prochaine. Dernier module, donc gouvernance de la DSI. Donc ça, c'est définir en fait la stratégie de la DSI. C'est définir une feuille de route pour opérationnaliser cette stratégie et puis régulièrement évaluer les effets de cette stratégie et si nécessaire actualiser la stratégie. On s'intéressera aussi à l'architecture système d'information, aux aspects cloud computing. Et dernier aspect, cycle de conférences, bah ça c'est libre, c'est-à-dire que c'est un ensemble de conférences sur une journée, des conférences d'une heure, de 2 heures, sur des thématiques qui ne sont pas abordées dans le cadre de la formation, mais qui peuvent être intéressantes pour vous. Donc, on aura là cette année, par exemple, une conférence sur la blockchain, une conférence sur les objets connectés et autres. Donc, c'est ouvert et ça va évoluer chaque année. Donc, j'en ai terminé avec ce slide. Alors, les débouchés, en fait, il y a 3 grands types de débouchés. Alors, soit vous voulez faire de l'audit et du conseil, et là, vous allez intégrer les plus grands cabinets d'audit et de conseil de la place, c'est-à-dire Deloitte, EY, KPMG, Price, Waterhouse Coopers, où vous ferez soit de l'audit, soit du conseil, soit les deux, un mixte des deux. Vous pourrez également intégrer un cabinet d'audit et de conseil de plus petite taille, comme Mazars. Ça, c'est la première option. Deuxième option, vous pouvez intégrer donc un cabinet de conseil en système d'information ou une ESN. Alors, les ESN ont une couleur un peu plus techno, un peu plus technique. Donc, en moyenne, vous ferez des choses ou des projets un peu plus techniques dans les ESN. Alors, on les a fait figurer, donc je ne vais pas tous les détailler. Mais ça, ce sont des cabinets et des ESN qui nous connaissent très très bien et qui recrutent régulièrement chaque année des étudiants. Il faut savoir que l'école forme environ 120 étudiants au métier du SI chaque année et un très grand nombre d'entre eux intègrent ces cabinets de conseil en système d'information. Et ce qui fait vraiment notre différence, la reconnaissance qu'on a auprès de ces cabinets, c'est justement l'hybridation des profils managers et ingénieurs. Et ça, c'est quelque chose qui fait partie de notre ADN, qui nous est unique, parce que sur notre campus, on a une école d'ingénieur, une école de management, et toutes les formations ASI mixent ces deux cultures. Et ça, c'est vraiment unique en France, et c'est très reconnu par les cabinets de conseil parce que vous l'avez vu, hein, il y a une très forte interaction entre les métiers et le système d'information. Et en fait, dernier type de débouché, ben là, vous allez pouvoir intégrer un grand compte, en fait, une grande entreprise, et intégrer la DSI enfin, d'un grand compte. Donc, vous allez travailler ou spécialiser sur une fonction de la DSI d'un grand compte. Alors, on vous a mis là, il y a énormément de choix, hein, donc on vous a mis la liste des choix. Donc vous voyez que c'est enfin ils sont très très nombreux. Et donc tous les cabinets, enfin toutes les références qu'on vous a données sont vraiment des entreprises ou des cabinets qui nous connaissent bien et qui ont recruté les étudiants conformes durant les dernières années. Donc c'est très actualisé.
Donc en résumé de ce slide, ce qu'il faut retenir, c'est que vous allez avoir énormément de choix et qu'il va falloir en fait anticiper ce choix et vous préparer à faire des choix. Il faut savoir qu'on passe très facilement d'un cabinet de conseil à la DSI d'un grand compte et inversement. Il y a quelque chose qui est un petit peu spécifique, c'est que quand vous commencez la carrière en faisant de l'audit, enfin, il faut commencer la carrière en faisant de l'audit parce que c'est pas évident de commencer par le conseil puis ensuite de faire l'audit. Bon, Alaeddin va nous en parler tout à l'heure parce qu'il travaille dans ce domaine. On va passer au slide suivant. Alors, les débouchés, enfin ça c'est un peu les types de métiers que vous pourrez pratiquer en ESN et cabinet de conseil. Alors, bon, c'est une cartographie qui vaut ce qu'elle vaut, mais en fait elle est en strat, donc vous pourrez faire du conseil en stratégie, c'est-à-dire donc définir la stratégie ou accompagner une entreprise dans la définition de sa stratégie en système d'information. Ça, en général, ça demande de l'expérience. C'est pas quelque chose qu'on fait tout de suite à la sortie de l'école. On fait ça quand on a un petit peu de bouteille au bout de 4 ou 5 ans d'expérience. Ensuite, la deuxième strate, c'est celle qui correspond vraiment à enfin, à votre profil à la sortie de la formation. Donc, conseil en management et système d'information. Alors, il y a 5 à 10 ans, on distinguait bien le conseil en management, donc en organisation, et le conseil en système d'information. Mais comme vous le verrez, il y a de très, très fortes interactions entre organisation et système d'information. Quand on fait évoluer l'organisation, il faut faire évoluer les outils qui supportent cette nouvelle organisation. Et les technologies peuvent aussi nous amener à être force de proposition pour faire évaluer l'organisation. Donc, de plus en plus, ces deux composantes fonctionnent ensemble. Donc ça, c'est vraiment le créneau de base en termes de débouchés. Et puis, dernière strate, le conseil en technologie. Alors, si vous avez plus d'appétence pour les technologies, vous pouvez commencer dans la carrière en faisant du conseil. Ça peut être sur des solutions, par exemple les ERP, ça peut être sur un logiciel particulier, SAP, ça peut être sur les objets connectés, ça peut être sur l'architecture, ça peut être voilà, sur quelque chose de très, le cloud computing, par exemple. Donc là, vous allez développer une expertise très forte sur une technologie et vous allez accompagner vos clients qui ont des besoins dans ce genre de problème. Il faut savoir qu'on ne descend pas dans cette strate, c'est-à-dire qu'en général, on monte, c'est-à-dire qu'on commence par la technologie et puis vous voyez, on monte dans les strates. Hein, mais on ne descend pas. Et puis en parallèle de tout ça, vous allez pouvoir faire du conseil en gestion de projet parce que dans tous ces cadres-là, il y a des projets à gérer et il y a d'énormes besoins en ce moment en termes de gestion de projet, surtout avec des compétences en agilité. Déboucher maintenant chez les grands comptes, dans la DSI d'un grand compte. Alors là, vous pourrez travailler sur des fonctions donc de la DSI des grands comptes. Donc vous pouvez définir, aider le grand compte à définir sa stratégie IT. Deuxième strate, vous allez pouvoir mener des projets. Donc ça va être essentiellement de créer, enfin de construire de nouveaux systèmes d'information ou de faire évoluer des systèmes d'information existants. Donc c'est ce qu'on appelle le build. Ça va être aussi une fois que ces systèmes sont créés, de les homologuer. Une fois qu'ils sont homologués, validés, on va les déployer, les mettre en exploitation, et on passe sur la dernière strate qui est le métier d'exploitation. Ça, ce sont des métiers très particuliers et c'est vraiment pas notre cœur de métier, c'est vraiment pas notre cible. Ce sont des métiers un peu particuliers. Donc nous, on va vraiment, en fait, on se focalise sur la stratégie, hein, la vision, le build, et puis il y a toute une partie aussi de management. Et donc ça va recouvrir des fonctions comme du contrôle de gestion, c'est-à-dire qu'il faudra pouvoir attester que l'argent que l'entreprise donne à la DSI est bien utilisé. Ça va être aussi la définition, par exemple, de toutes les politiques en termes de compétences, en termes de ressources. Ça va être définir les politiques en termes de conformité, en termes de sécurité, etc., etc., en termes de qualité. Voilà pour ce slide. Donc, alors, voilà, et je vais en terminer avec ça. Donc, les calendriers et modalités d'inscription. Alors là, il y a quelque chose qu'il faut absolument retenir, c'est que la clôture des inscriptions a lieu le 15 juin. Donc, si vous êtes motivé, faites en sorte de postuler bien avant le 15 juin et pour pas vous retrouver dans une situation un peu difficile et à vous y prendre au dernier moment. Le process de recrutement, ça se fait en deux parties. Hein. Dans un premier temps, vous déposez votre CV et puis votre lettre de motivation. On juge si votre candidature est recevable ou pas, et si elle est recevable, et on vous demande de constituer un dossier. Et après, il y a une évaluation qui est faite sur la base du dossier qui permet de définir si vous serez recruté ou pas. Voilà, en tout cas, bonne chance à ceux qui sont motivés.
J'en termine et je vais passer la parole à Aladine, qui va témoigner donc de son parcours au sein de l'école. Merci Aladine, Michel. Alors, rebonjour tout le monde. Alors, moi personnellement, j'ai choisi, le master spécialisé en conseil et management des systèmes d'information, heu, pour la simple raison de pouvoir, aiguiser, mes compétences techniques, dans le domaine de management des systèmes d'information et de pouvoir, combiner mes expériences, précédentes afin de, pouvoir me positionner in fine, pardon, en tant que consultant IT, dans le marché de l'emploi. Alors, moi, je suis à la base, diplômé d'école de commerce. J'ai travaillé, auparavant en tant que consultant strat et par la suite en tant que consultant bancaire. Mais mon profil manquait, de connaissances, approfondies dans le domaine des systèmes d'information. Et le master en CMSI m'a permis, en effet de pallier ce gap, que j'avais et de me faire une expérience probante dans le domaine des systèmes d'information, aussi bien par le biais de la formation en elle-même, que, par le biais de l'alternance. Alors l'alternance, en plus du fait que c'est très formateur et permet de mettre, en pratique les connaissances acquises, à fur et à mesure de la formation, elle m'a permis in fine de signer mon contrat, avec, PwC en tant que consultant IT. Alors aujourd'hui, j'interviens sur des missions à la fois d'audit IT assurance, ainsi que sur des missions, de conseil SI, que ce soit des revues de projets, des implémentations de solutions IT ou accompagnement en montée en version et cetera. Alors l'alternance m'a permis également de financer ma formation, vu que c'est, l'entreprise, qui se charge, de ce volet et bien sûr j'avais un salaire, tout au long de mon alternance. Pour ce qui est de la formation, en elle-même, elle, propose des cours, comme on l'a vu, avec Michel, qui offrent un éventail, de toutes les compétences, en matière des systèmes d'information. Les intervenants que nous on a eus, étaient des intervenants de qualité et venaient tous du monde de travail. C'était généralement des, RSSI, des, DSI, des managers, des consultants IT et cetera. Ce qui permettait d'avoir une vision réelle, à la fois technique et métier, de ce domaine des systèmes d'information. Alors pour ce qui est, des évaluations des cours, il se faisait à la fin, de chaque semaine de cours. Alors on avait chaque mois, on avait, 1 semaine de cours et 3 semaines en entreprise et à la fin, de chaque semaine de cours qui, généralement coïncidait avec, la fin d'un module, on avait, nos évaluations. Les évals étaient généralement sous forme, de travaux de groupe et quelquefois se présentaient, sous, format de QCM. Et bien sûr, il ne faut pas oublier, que vous aurez une thèse à préparer, heu, qui elle se prépare tout au long de l'année, de la formation et le choix du sujet de la thèse, lui, il se fait en collaboration, avec votre, encadrant pédagogique et votre futur tuteur, au sein de l'entreprise, où vous allez passer, votre alternance. Il y a un autre point positif, que moi j'ai trouvé très intéressant, dans ce master, c'est que les profils des étudiants, ils sont différents les uns des autres. Vous allez trouver, des personnes qui ont un background ingé, d'autres qui sont diplômés d'écoles de commerce, d'autres qui ont, plusieurs d'années d'expérience, dans un domaine bien précis, qui veulent se repositionner dans le marché de l'emploi. Ce qui fait, que lors des travaux de groupe, les discussions étaient très riches et la manière
et l'approche de chacun était, totalement différente, les uns des autres vu que chacun avait un background différent et ça, c'était très formateur et très intéressant. Donc voilà un peu, les précisions que je voulais apporter et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, on va peut-être passer à des questions s'il y en a. Wow. Alors, je vais la lire et puis on va se répartir les réponses. Alors, ayant une expérience en compliance et adjoint RSSI, je souhaite m'orienter vers de l'audit IT et je souhaite améliorer ma connaissance des SI tout en développant mon approche risque. Au vu des 15% d'étudiants qui s'orientent vers l'audit et des 5 jours concernant l'audit et la cybersécurité, la formation vise-t-elle plus des profils se dirigeant vers des DSI? L'intervenant chez PwC peut-il apporter son expérience et son analyse sur la filière d'audit et conseil? Merci. Alors, Alors la forma oui, vas-y. allez, je vous en prie. Non, non, vas-y, vas-y. Qui s'arrête? Vas-y, Alain. Ouais. Alors la formation, en elle-même vise des profils différents qui veulent s'orienter vers le ou aiguiser leurs compétences ou les développer dans le domaine des systèmes d'information. Heu, pour ce qui est de votre cas, et quand vous allez passer vos entretiens avec un cabinet de conseil, que ce soit PwC ou autre, heu et que vous êtes pris pour l'alternance, vous allez être positionné en fonction du background que vous avez chez un client, où on va vraiment prendre, profit de votre expérience et de vos connaissances pour les mettre à profit au client. Donc voilà, petit son expérience et son analyse sur les filières IT conseil. Ce Voilà. ce qu'il Euh, faut retenir, oui, c'est que en termes de débouchés, on a une grande majorité de diplômés qui s'orientent vers les métiers de l'audit et du conseil, comme l'a expliqué, Michel, et effectivement aussi en DSI. Mais, c'est pas principalement les DSI qui sont, le débouché premier de la formation. Donc par rapport à votre projet, ça me semble tout à fait cohérent. Oui, si je peux compléter, en fait, la formation, elle est généraliste. Donc, on a beaucoup échangé avec les cabinets de conseil, en fait, qui parrainent nos formations. Et en fait, le retour, leur conseil, c'est de dire il faut que les étudiants se spécialisent lentement, mais à coup sûr. Donc, le but de cette formation, en fait, c'est vraiment de vous donner une vision très large, en fait, et de faire en sorte que vous puissiez ben, ensuite vous impliquer dans une option ou dans une voie qui vous convient. Donc, vous serez des généralistes à la sortie et progressivement, parce que quand on fait du conseil et tout, il faut quand même un certain nombre d'années pour développer une compétence forte. Donc, vous allez ensuite, par les choix que vous allez faire en entreprise et les fonctions ou les projets sur lesquels vous allez travailler et que vous choisirez, ben, vous allez développer votre projet professionnel, votre propre expertise, etc. Mais ça va se faire, vous voyez, progressivement. Euh, donc l'objectif vraiment de cette formation, c'est pas de faire de vous des spécialistes d'une approche donnée, d'une technologie donnée, d'un produit donné. C'est vraiment de vous donner une formation généraliste qui vous permet d'adresser tous les métiers et toutes en fait les fonctions potentielles dans le cadre du conseil en système d'information. Quelles Ah. connaissances de base faut-il avoir pour rejoindre la formation? Alors, Michel, tu veux peut-être, je vois que tu étais Ben, parti. je dirais que, en fait, les 2 profils, de public cible, hein, c'est soit des étudiants qui viennent d'une école d'ingénieur, et qui veulent, ben, développer,
leur connaissance sur les métiers. Parce que vous voyez, quand on est purement système d'information, enfin, on peut s'intéresser aux technologies qui vont permettre de construire physiquement les systèmes d'information, mais au bout d'un moment, on va se poser la question, mais à quoi ça sert et pourquoi on fait ce choix plutôt que tel choix, etc. Donc, le système d'information, c'est un outil qui va supporter en fait une organisation. Donc, ce qui est intéressant aussi, même si on est intéressé par la technologie, c'est de se poser la question à quoi ça va servir, à quoi ça peut servir, dans quelle mesure ça va aider à rendre les métiers plus performants, plus différenciants. Et ça, je pense que se poser ce genre de questions et d'avoir des réponses à ce genre de questions, ça va nous permettre de faire des choix meilleurs en termes de technologie. Et ça, c'est la première vision. Et deuxième vision, bah, si vous êtes manager, donc si vous sortez d'une école de management, ce qui est intéressant, c'est aussi d'avoir, vous voyez, le fait d'avoir des compétences ASI, ça vous donnera, et ça, Aïdine l'a bien expliqué, ça vous donnera des éléments de différenciation supplémentaires. Si, par exemple, je prends le métier en DRH, ben, vous pouvez faire une formation en DRH. À la sortie, vous allez donc postuler dans un cabinet de conseil en RH et vous serez en concurrence directe avec toutes les écoles qui forment à ça. Et le fait que vous ayez des compétences supplémentaires dans les SI qui vont donc dans les outils qui vont supporter la mise en œuvre d'activités RH, ça vous donnera un élément de différenciation. Vous voyez, ça vous donnera de la valeur ajoutée parce que non seulement vous connaîtrez les activités de type RH, mais vous connaîtrez aussi les outils qui supportent ces activités. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ça, Oui, je je crois. permettrai de couper Je un n'ai peu. aucune expérience en cybersécurité, mais plutôt en gestion de projet AMOA. Les 5 jours en cybersécurité me permettront d'occuper un poste en tant que consultant AMOA cybersécurité. Ben moi, d'après moi, oui, je réponds un peu de la même façon que Michel tout à l'heure à la personne qui voulait faire de l'audit. C'est-à-dire qu'effectivement, on va vous doter d'un profil suffisamment généraliste pour évoluer vers ce type de poste. Oui, de parce que vous sortez de cybersécurité. l'école, en fait, vous êtes, bah, vous avez des connaissances, mais des connaissances de base. Et quand vous allez intégrer l'entreprise, vous allez voir que les métiers de conseil, ils sont très encadrés. Et donc, vous allez travailler en équipe et vous allez vous former et vous allez développer progressivement une expertise très forte dans le domaine de la cybersécurité. Donc, je dirais, il faut avoir déjà une vision, vous voyez, cohérente, globale, et puis ensuite développer cette expertise, sachant qu'il faut quand même énormément de temps pour développer une expertise solide sur un domaine donné. Et Mais vous il aurez, faut pas hésiter à demander pardon, et il faut pas hésiter à demander à l'entreprise, avec laquelle on va effectuer notre alternance, qu'on veut bien se spécialiser sur tel ou tel mmh, sujet. Parce que, quand on va intégrer un cabinet, une multinationale comme, EY, PwC et cetera, c'est des cabinets qui ont une multitude un palier de choix, de travail en tant que consultant et il faut vraiment ne pas hésiter à dire que voilà, moi je veux, travailler sur des missions, de conseil, mais plus sur la cybersécurité. mmh, Alors bonjour, ayant juste, travaillé sur des projets. Ah, tu voulais compléter, pardon? Marie, je voulais juste compléter en disant que dans le cadre de la formation, dans tous les modules, vous avez une partie théorique qui est faite en général, qui est assurée par des enseignants de l'école, et puis vous avez une partie appliquée, et cette partie, elle est assurée en général par des professionnels. Et dans le cadre du module donc audit et cybersécurité, vous allez avoir en fait des intervenants qui sont des chefs d'entreprise ou de cabinet dans le domaine de la sécurité. Donc, ce sont des personnes, ces professionnels qui s'impliquent en fait dans notre formation, ce sont des gens qui ont envie de partager leur expertise avec vous, mais ce sont aussi des recruteurs donc qui viennent ici pour repérer des gens qui ont des talents, des appétences dans des sujets qui les intéressent et dans le but de les recruter, de les former, enfin de compléter leur formation par la suite. Alors bonjour, ayant travaillé sur des projets de conduite de changement MOA dans l'asset management, process front to back, je souhaiterais compléter mon cursus en acquérant les compétences sur le volet SI. Alors je pense que la question s'adresse à vous, Alain. Comment vous vous y êtes pris dans la recherche de l'alternance dans le cadre de cette formation? Alors, moi, j'avais assisté au webinaire de l'année dernière, en effet, et j'ai vu, les entreprises,
vu la présentation qui recrutent et qui ont une collaboration avec l'école. Donc j'ai fait une liste des cabinets global, que ça soit des ECN, des cabinets de conseil ou les Big 4. Et après moi j'avais comme vision de déguiser mes compétences sur les systèmes d'information, mais me spécialiser dans le marché des banques assurances. Donc j'ai fait une petite liste, des cabinets qui opèrent sur ce marché-là et j'ai postulé, j'ai déposé mes offres, mes demandes plutôt. D'accord. Donc vous avez trouvé par vos propres moyens votre contrat d'alternance? Vous Oui, n'avez pas bénéficié, par exemple, heu du soutien du Career Center de l'école, qui envoie heu, aussi, alors, des offres? il y en avait pas mal d'outils qui permettent de postuler. Moi, j'ai fait ma liste directement vu que j'avais, déjà 5 ans d'expérience en conseil. Donc ce qui m'a vraiment, moi, personnellement facilité un peu la Mmh. tâche. Donc je rentrais directement sur les sites des D'accord, cabinets ou des sites des ESN et je postulais directement sur leur base. très bien. Alors, on peut aussi vous aider à trouver un stage en alternance, hein, parce qu'on a, notre réseau nous sollicite, donc on a un certain nombre de cabinets qui nous disent, par exemple: «Bah, nous, on souhaiterait recruter un alternant, une alternante, sur cette thématique-là» et cetera. Donc, on peut vous aider, hein, et vous accompagner si vous avez des difficultés dans la recherche d'un stage, pour votre alternance. Alors, je suis diplômée d'un master en marketing digital et je travaille aujourd'hui comme account manager dans une agence publicitaire. Je souhaite me reconvertir en SI. Faut-il avoir des bases en informatique pour pouvoir travailler dans les SI? Alors, Michel, Bah, moi, je dirais qu'il faut surtout principalement avoir des appétences, pour la technologie et à minima. Donc, dans le cadre de la formation, vous avez vu qu'il y a un module qui vous permet de vous mettre à niveau et qui vous donnera la culture informatique de base. Donc c'est le minimum requis pour intégrer un cabinet de conseil et après, ça peut enfin, selon votre profil d'origine, vous voyez, bah, vous allez plutôt vous orienter, vers des projets un peu plus de conception, ou vers des projets de type, réalisation, donc construction physique, vous voyez, développement et cetera. Il faut savoir que quand on construit un système d'information, en fait, en général, il y a 2 étapes. C'est un peu comme dans la construction de maison. Il y a ce qu'on appelle dans un premier temps la conception. Donc la conception, ben, c'est comprendre le besoin du client, enfin ou l'aider à spécifier son besoin, voir les solutions qui sont potentiellement possibles et donc on va essayer d'imaginer des solutions et les exprimer sous la forme de plans. Nous, on fait des modèles. On va aider le client à choisir l'une des solutions potentielles et ensuite on va prendre la solution qu'a retenue le client, on va la spécifier avec un grand niveau de détail. Donc ça, c'est la fin de la conception et après il y a la phase de réalisation où là, ben, sur la base des plans qui ont été faits dans le cadre de la conception, on va construire physiquement le système d'information et là, on va faire, pour ça appel à ce qu'on appelle des maîtres d'œuvre, donc principalement des informaticiens, des experts réseau. Et là, donc, ça consiste à construire physiquement ce système. Et donc, selon votre culture de base, selon votre profil, ben, vous irez plutôt vers des métiers, enfin, vers des projets de type conception ou plutôt vers des projets de type réalisation. Il faut savoir que cette distinction entre conception et réalisation, elle tend de plus en plus à s'estomper avec les approches de type agile. Mais donc au regard de votre profil, vous irez vers les projets qui sont bien en adéquation avec votre profil ou alors vos souhaits. est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce qu'il y a un niveau d'anglais requis pour accéder au master? Je ne crois pas. Non. Non, mais c'est plutôt une obligation. C'est-à-dire que, les entreprises ou les cabinets qui vont vous recruter, Mmh. ben, exigeront, que vous soyez, voilà, que vous puissiez travailler dans le monde professionnel en langue anglaise. C'est une exigence. Donc s'il vous manque des compétences en informatique, en réseau et cetera, ils vous enverront vous former, vous aideront à vous former. Par contre, pour l'anglais, c'est une exigence. Donc, c'est impératif et dans certains cas, le premier niveau de recrutement, c'est un entretien en anglais C'est des qui est entretiens en anglais. éliminatoire.
Je pense que exactement ça. à l'Aidin, je crois que c'est vrai pour Price, Oui, avant EY. même de passer à l'entretien, il faut avoir un niveau intermédiaire au niveau de l'anglais parce qu'on est mené à travailler sur des missions, des fois avec des clients de l'international. Et la mission se passe généralement en full anglais. Donc il faut avoir un bon bagage et avant même de passer les entretiens, on passe un test en anglais et si c'est validé, c'est par la suite qu'on continue le process de recrutement. Donc du coup, pour répondre à la question, c'est pas rédhibitoire pour intégrer le master spécialisé. On vous n'évaluera pas votre candidature sur ce critère-là. En revanche, si vous savez que vous êtes un peu faible sur l'anglais, il faut vraiment profiter de cette année de formation pour aussi vous former par ailleurs à l'anglais, parce que Mmh. sinon vous risquez d'être un peu bloqué en processus de recrutement après. C'est la langue de travail dans les métiers du numérique, c'est une langue de travail, donc il faut quand même voilà, pouvoir développer sa pratique de l'anglais. Alors, selon vous, quelles sont les évolutions possibles dans une carrière SI, d'abord en junior, puis plus tard en tant que consultant expérimenté, puis senior? Alors, des Ouais, généralement, évolutions, on on commence, en a vu beaucoup. Vas-y. généralement, on commence avec un junior. Là, par exemple, pour les grades de PwC, on a un junior 1, junior 2, on a un consultant senior 1, senior 2, senior 3. Après, on a un manager et senior manager, directeur et associé. Des fois, si vous êtes très fort, vous pouvez passer d'un grade à un autre sans de palier. Par exemple, de passer d'un J1 à un S1 ou un S2. Tout dépend de vos compétences. Mais généralement, dans un cabinet, c'est que quand vous passez une alternance, vous intégrez non pas comme un J1, mais vous intégrez autant que junior 2. Ouais, et après, D'accord. alors si vous int dans le cadre d'une DSI d'un grand compte, en fait, bah, vous pouvez, développer une expertise de plus en plus forte sur une thématique. Ça peut être sur un ERP, sur SAP, et cetera. Vous pouvez aussi évoluer en gérant des projets de plus en plus importants. Et puis, vous pouvez aussi évoluer en sortant du monde du système d'information, parce que vous allez passer beaucoup de temps à travailler, par exemple dans un cabinet de conseil, vous allez passer beaucoup de temps à travailler sur par exemple les SI pour la banque et l'assurance. Et au bout de 4 à 5 ans, et vous allez développer beaucoup de connaissances sur les métiers de la banque et de l'assurance, et vous pourrez donc quitter les SI pour basculer côté métier. Et juste pour compléter, c'est que c'est vrai que quand on regarde les parcours de nos diplômés à 4 ou 5 ans, il y a vraiment une grande diversité de trajectoires. Il y en a certains qui ont fait leur alternance dans une DSI et qui, en sortant de l'alternance, vont s'orienter plutôt vers les métiers du conseil ou de l'audit. Euh, et puis ensuite, gravir les échelons indiqués par Alaïdine en se spécialisant vraiment dans les métiers du conseil. Et puis à l'inverse, certains auront fait leur alternance dans une ESN ou dans un cabinet de conseil et se feront embaucher à la sortie ou préféreront s'orienter pour travailler dans une DSI. C'est vraiment assez variable, hein. Le seul mouvement qu'on voit un tout petit peu moins, c'est l'orientation vers les métiers de l'audit une fois qu'on a commencé à travailler dans le conseil. Euh, c'est vrai que Michel le disait tout à l'heure, vaut mieux commencer par l'audit, quitte à partir après vers les métiers du conseil. Le mouvement inverse est un petit peu plus délicat à opérer. Oui, tous les cabinets d'audit nous disent, si vous voulez faire de l'audit, il faut commencer tout de suite par faire de l'audit à la sortie de l'école. Et quand vous commencez par l'audit, vous pourrez ensuite évoluer vers le conseil ou intégrer la DSI d'un grand compte. Par contre, quand on commence par le conseil ou la DSI d'un grand compte, c'est un peu plus difficile ensuite d'intégrer les métiers d'audit. Ce sont des méthodes qui sont un peu spécifiques et tout, donc il faut repartir un peu à zéro.
Alors, je suis un étudiant en génie des systèmes industriels et logistiques en Tunisie, bac+5. Maintenant, je fais un stage en France et j'ai fait déjà une formation en SAP débutant. Maintenant, déjà, mon sujet de stage, c'est l'implémentation d'un SI. Je vais me spécialiser. En tant que Tunisien, est-ce que je peux faire cette formation? Michel, sur les La réponse est oui, hein. modalités, oui? La Pour moi, réponse est oui. oui. C'est sous réserve, je crois, il faut trouver une entreprise ou un cabinet qui vous prendra en alternance. Quand on est étranger, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais là, l'école peut vous aider, c'est-à-dire qu'on a un career center qui peut vous aider à trouver ce stage en alternance. Nous, on a aussi des contacts avec des professionnels. On peut aussi vous accompagner dans ce choix. Donc, si vous êtes motivé, n'hésitez pas à nous solliciter et on essaiera de vous accompagner au mieux dans cette recherche. Avez-vous des cours de programmation dans le cadre de ce cursus académique? Donc, oui, c'est dans le cadre du module sur la culture Culture informatique. informatique. C'est ça? Ou Ouais, donc c'est un module de 28 heures dans le cadre duquel, vous reviendrez, enfin c'est un module de mise à niveau en fait pour les personnes qui n'auraient jamais fait du tout de développement informatique par le passé, donc qui est orienté vers, la découverte ou la redécouverte de la logique algorithmique, la programmation, SQL, modélisation objet, voilà principalement et Python, hein, parce que je crois qu'il y a une oui. mise en application, sur Django qui est prévue. Mais c'est alors 28 heures, hein, c'est très, très peu. Et il faut savoir qu'en parallèle, il y a on vous demande de travailler sur plein de tutos, d'open classroom, et cetera. Donc il y a plein de choses qui s'inscrivent en complément, de ce module, si vous souhaitez, compléter vos connaissances en informatique. Bonjour, quelle est la voie à suivre? Commencer dans une DSI pour cumuler des connaissances dans un domaine spécifique ou commencer par le conseil et ensuite intégrer une DSI? Hem, c'est à vous de construire votre parcours, je dirais. Les 2 chemins sont possibles. Enfin, quand je regarde ce qu'ont fait nos anciens, il y a vraiment toutes les trajectoires, possibles. Donc, ce choix-là vous appartient, Non, je dirais et on peut vous non, aider justement à le ouais. définir. Il n'y a pas de meilleure voie en fait, il y a la voie qui vous conviendra. Alors, c'est très facile de passer de l'un à l'autre. Alors il faut savoir que peut-être que si vous commencez comme consultant de sa cabinet de conseil, vous aurez ça c'est un peu plus challengeant. Donc il faut être sûr de vous, avoir confiance en vous et cetera et je pense que vous changez souvent de mission, souvent de clients, souvent d'équipe et cetera. Voilà, donc il y a une petite dimension, de challenge qui est plus importante que si vous intégrez une DSI, parce que dans le cas d'une DSI, vous allez travailler sur des projets un peu plus longs et donc vous serez intégré dans une équipe, toujours la même équipe et donc vous pourrez, évoluer un peu plus à votre rythme, vous voyez? Donc si vous manquez un peu de confiance en vous, si vous avez envie encore d'être accompagné, il faut peut-être mieux commencer par la DSI, mais il y a pas de voie plus préférentielle ou plus rapide ou plus performante l'une que l'autre. L'objectif pour vous, que vous soyez dans une DSI ou que vous soyez dans un cabinet de conseil, c'est de développer, une expertise solide pendant un certain nombre d'années et ensuite que vous pourrez ensuite valoriser. Bonsoir, si notre candidature n'est pas retenue, peut-on retenter cette année ou est-ce qu'on doit attendre l'année prochaine? Alors, à ma connaissance, il n'y a pas d'admission au fil de l'eau. Donc, le calendrier, Ouais. voilà, la clôture, c'est vraiment au mois de juin, avec un dernier jury d'admission juste derrière, je crois. Euh, je ne pense pas que vous puissiez intégrer en cours d'année la formation. Il faudra attendre la session suivante de recrutement qui aura lieu le printemps d'après, prochain, 2024. Enfin, après, il faut pas partir battu, hein. Il faut croire en vous, vous si c'est votre Oui, projet, il faut vous faut battre pas pour le partir dans réaliser l'optique que ça va pas et marcher. si ça marche pas, retentez l'année prochaine. Vous aurez peut-être, un CV plus étoffé, plus solide ou
vous serez peut-être plus mature, ce sera peut-être plus facile. Mais en tout cas, si votre projet, c'est de faire cette formation, d'intégrer cette école, de faire ces métiers, bah, allez-y, lancez-vous et persévérez. Y a-t-il des challenges mis en place dans l'année? Michel? Il y en a énormément. La réponse est oui, oui. Toute l'année? Alors, ce qu'on vous a pas dit, mais c'est que au début de la formation, en fait, il y a beaucoup de cours qui sont faits bah, par des enseignants de l'école. Il y a aussi pas mal d'études de cas, hein, parce que c'est comme une formation qui est assez appliquée. Et ces études de cas se font en général en groupe, et vous êtes évalué dans un premier temps par des enseignants. Et progressivement, vous allez avoir des études de cas qui sont amenées par des consultants et qui sont évalués par ces consultants. Donc, c'est de plus en plus challengeant. Donc, l'idée, c'est de vous amener tout au long de cette formation de façon assez confortable, enfin, de vous faire passer d'une posture d'étudiant à une posture de consultant. Et quand vous aurez fini votre formation, que vous soyez à même d'intégrer un cabinet de conseil de la meilleure des façons. Voilà, vous serez prêt. Ah. Bonsoir, quelle serait Allez, selon vous la journée type d'un consultant SI? Allez, c'est pour vous, Alaïdine. Beaucoup de réunions, beaucoup d'organisations. Mais après, tout dépend de quelle phase dans laquelle on intervient au niveau de la mission. Est-ce que c'est la phase de lancement? On va chercher à comprendre le besoin du client, le cerner, etc. Est-ce qu'on est dans la phase de documentation ou d'implémentation de la solution ou du go live, etc. Donc, tout dépend du type de la mission et de la phase dans laquelle on est positionné dans la mission. Mais généralement, c'est beaucoup de réunions avec le client. On doit bien comprendre et cerner ses besoins. On revient à chaque fois pour bien comprendre ce qui doit être fait. Et il faut être très agile dans son travail et s'adapter à toute situation parce que des fois, on est vraiment sous l'eau, on a des situations qui viennent de droite et à gauche. Il faut vraiment être prêt à gérer des situations qui sont un peu délicates. Et voilà. Donc, beaucoup de, globalement, c'est beaucoup de réunions et il faut avoir beaucoup d'organisation derrière. Auriez-vous des ouvrages ou des revues spécialisées à nous conseiller en amont de la formation? Alors la réponse est oui, mais si on veut vraiment vous aider, il faudrait qu'on vous conseille au regard de votre profil. Donc vous pouvez éventuellement, donc si vous êtes intéressé, envoyez-nous votre profil et on vous dira au regard de votre profil peut-être les ouvrages qu'il faut consulter pour développer vos compétences. Mais je pense que là, la réponse, c'est au cas par cas, quoi. C'est vraiment, ça doit être adapté. Enfin, les conseils qu'on peut vous donner de lecture doivent être vraiment adaptés à votre profil, en fait, de base. Donc, Hmm. voilà, sollicitez-nous et on vous aidera. Si vous voulez faire des devoirs de vacances, il n'y a pas de problème. Comment se déroule la préparation au mémoire? Alors, la préparation au mémoire, vous avez un module méthodologique sur 2 journées qui va vous expliquer vraiment, enfin qui va vous présenter les attendus, qui va vous permettre déjà de comprendre ce que c'est qu'un mémoire, qu'est-ce qu'on attend de l'exercice, comment construire sa problématique, comment faire une recherche bibliographique. Voilà, donc c'est vraiment un accompagnement méthodologique. Et à côté de cet accompagnement méthodologique qui est dispensé par un professeur, vous allez avoir un enseignant référent qui va vous suivre dans le cadre de l'alternance tout au long de l'année, qui va s'occuper d'interagir avec l'entreprise et de faire les réunions de suivi, mais aussi
de vous accompagner dans la réalisation de votre mémoire. Donc, définir le sujet, puis la problématique, vous aider à définir le plan, vous orienter pour le recueil des données et la réalisation de la partie empirique. Donc, ce que j'appelle la partie empirique, en fait, peut-être pour préciser, c'est qu'on n'est pas sur un mémoire de type rapport de stage, ni livre blanc, je dirais. On est sur un mémoire où on doit construire une question, analyser ce qui a déjà été écrit sur ce sujet-là et en réponse à cette question dans les travaux académiques, dans les ouvrages, dans des articles de recherche, etc. Donc ça, c'est la partie théorique de votre mémoire. Et vous avez une seconde partie qui est une partie vraiment ce que j'appelle la partie empirique. C'est une partie d'étude terrain où on va vous demander d'aller recueillir des données sur le terrain pour apporter ou construire de la connaissance nouvelle et répondre, in fine, à votre problématique. D'accord? Donc tout ce travail-là de construction et de rédaction du mémoire, c'est un travail qui va être vraiment accompagné plutôt par votre tuteur école, et dans le cadre duquel vous allez mobiliser donc les enseignements reçus dans le cadre du module méthodologie de recherche. J'espère que j'ai bien répondu à la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je voudrais savoir si on devait en premier trouver un contrat d'alternance avant de candidater au master. À ma connaissance, non. C'est évidemment bien et plus confortable d'arriver avec déjà un contrat d'alternance. Ça arrive. Donc dans ce cas-là, bravo et très bien. Par contre, faut pas que ça vous freine ou que ça vous bloque, puisque voilà, le processus de sélection a lieu courant juin, je crois. Hein. C'était ça le calendrier, Michel, il me semble. Non, non, il est au Le fil de dernier l'eau, mais jury. le dernier jury, c'est en juin, oui. Ouais. Voilà. Et donc après, vous avez encore du temps pour trouver une alternance. Et je crois même qu'on tolère encore quelques semaines après le démarrage de la formation. Pour trouver le contrat d'alternance, en alternance. Donc, ça ne doit pas vous bloquer. Enfin, le conseil, hein, c'est si vous êtes intéressé par l'EMS et si vous avez des difficultés à trouver un stage pour l'alternance, bah, n'hésitez pas à nous solliciter parce que vraiment, oui, encore une fois, on a un service dédié, on a nous des contacts aussi avec des professionnels et donc on peut vous accompagner. On peut vous proposer, oui, des offres et vous aiguiller. Bon, bah merci, Mm. merci à tous pour votre participation. Et puis, je vois qu'il y a beaucoup de questions dans le chat, donc nous reviendrons vers vous rapidement. Et on vous souhaite le meilleur pour votre Merci. projet On vous professionnel. souhaite voilà, le meilleur et puis à très bientôt. Merci, merci à Très tous. bon courage.